grâce au nom de Dieu, le tout clément, le miséricordieux. Et que la bénédiction soit sur ses messagers et leurs héritiers depuis le premier homme à nos jours. Que la paix soit avec vous. Dans cette vidéo, je voudrais continuer l'analyse de la dimension éthique et morale du protocole d'accord signé entre l'Iran et les États-Unis. Je voudrais donc poursuivre ce que nous avons déjà dit précédemment de la question libanaise, en continuant de préciser mon propos. Et pour ce faire, je voudrais que nous commencions par lire ensemble le premier article de ce protocole d'accord, selon ce qui en a été révélé par les signataires. Voici donc ce que dit très exactement cet article. Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran, ainsi que leurs alliés dans la guerre actuelle, en signant le présent protocole d'accord, déclarent la cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et s'engagent dès à présent à ne lancer aucune guerre ni aucune opération militaire l'un contre l'autre, à s'abstenir de toute menace ou recours à la force l'un contre l'autre. Bon, comme vous l'aurez certainement constaté, et comme c'est très souvent le cas pour les protocoles d'accord qui visent à une sortie de crise concernant un conflit armé en général, ce protocole d'accord ne déroge pas à la règle. Il demeure dans les faits d'une très grande fragilité, puisque nous sommes en effet passés par plusieurs types de situations différentes depuis sa signature, dont des échanges de tirs assez étendus, qui nous ont notamment conduits au bord d'un conflit généralisé, qui, s'il avait lieu, pourrait même s'avérer plus global et plus destructeur encore que ne l'a été la guerre des 40 jours, comme on l'appelle. Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a non seulement une accalmie, mais un accord entre le sultanat d'Oman et la République islamique d'Iran semble même imminent concernant les différents schémas ou voies de passage qui devront régir le flux des navires dans le détroit d'Ormuz, annonçant ainsi un potentiel retour au protocole d'accord, alors même que le 5e article de ce protocole avait pourtant déjà clairement tranché la question du détroit. Mais étant donné que ce sujet n'est pas celui que je vous ai dit vouloir traiter aujourd'hui, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur ces échanges de tirs, sur l'accalmie également vers laquelle ils nous ont conduits, et sur l'accord qui semble avoir été trouvé entre le sultanat d'Oman et la République islamique d'Iran, notamment lorsque j'en aurai terminé avec la dimension éthique et morale du protocole d'accord, et lorsque je commencerai à aborder les questions plus proprement politiques, géopolitiques et militaires du conflit. Revenons donc au contenu du premier article de ce protocole d'accord, en poursuivant la lecture du texte que je vous propose, et en réalité, parce qu'il s'agit du point qui va suivre, qui m'importe particulièrement ici. Lisons donc ensemble la suite du texte. Et à garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. L'accord final confirmera la cessation définitive de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que les autres dispositions du présent paragraphe. Donc, comme l'affirme explicitement le premier article de ce protocole d'accord, à travers des formules parfaitement claires, comme celle qui nécessite de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban, c'était là la formule exacte, il ne s'agit pas seulement d'un cessez-le-feu régional que l'Iran avait alors imposé dans les termes de ce protocole d'accord, et dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais également et surtout d'un retrait de l'armée israélienne des territoires libanais envahis par Israël depuis au moins la guerre de 2024,
et peut-être même de tout le territoire libanais encore occupé aujourd'hui et qui n'a jusqu'à maintenant jamais été libéré. Puisqu'il faut savoir qu'une petite partie du territoire revendiqué par le Liban n'a effectivement encore jamais été libérée de l'occupation israélienne, comme c'est par exemple le cas des fermes de Sheba, que le régime israélien a toujours refusé de quitter, même après son départ du Sud-Liban en mai 2000, départ qui n'a d'ailleurs eu lieu qu'en raison des coups répétés du Hezbollah à son encontre. Aussi, pardonnez-moi cette petite digression, mais il me faut tout de même ajouter ici que cet élément d'information que je viens de vous présenter est fondamental pour comprendre le rapport des différentes formes de résistance libanaise au régime israélien et à son occupation. Résistance dont le Hezbollah n'est d'ailleurs en réalité qu'un représentant parmi d'autres, même s'il en est effectivement le représentant le plus conséquent aujourd'hui. Le régime israélien n'est pas seulement un État colonial en Palestine, il occupe aussi des territoires au Liban depuis maintenant des décennies. Et il occupe également des territoires en Syrie depuis là encore des décennies. Or, ce comportement du régime israélien, qui consiste constamment en une agression et une occupation des territoires de ses voisins, notamment libanais et syriens, n'est presque jamais mentionné par nos médias. Dans les informations qui nous sont présentées par nos médias, et même malheureusement dans les positions et déclarations des responsables politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir en France et que j'ai pu écouter ces derniers mois, le point de vue des différentes composantes de la société libanaise qui soutiennent pourtant fermement la résistance à Israël est le plus souvent totalement passé sous silence. Pourtant, comme je viens de le dire, la résistance libanaise n'est pas le fait d'une seule organisation politique, ni même d'une seule confession religieuse. Elle traverse différents courants confessionnels et emporte en réalité l'adhésion d'une très grande partie de la population, pour ne pas dire de la majorité. Quoi qu'il en soit, fermons cette parenthèse pour le moment, parce que je devrais de toute façon nécessairement l'aborder en détail lorsque j'aurai fini de traiter de la question iranienne et de sa révolution, de toute façon, puisque ces deux sujets sont inséparables l'un de l'autre, comme vous le verrez. Revenons donc à l'Iran. Nous avons donc pu lire, dès le premier article du protocole d'accord, que le levier stratégique des Iraniens, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz, comme tout le monde le sait aujourd'hui, est non seulement utilisé par l'Iran pour imposer un cessez-le-feu régional qui comprend le Liban, comme nous l'avons vu lors de ma précédente vidéo, mais aussi et surtout pour imposer un retrait de l'armée israélienne de tout le territoire libanais, comme je vous l'ai dit. En tout cas, selon les termes du protocole d'accord. Et nous ne pouvons en juger que selon les termes de ce protocole d'accord, évidemment. Il ne peut donc y avoir d'accord définitif entre les Américains et les Iraniens tant que le régime israélien ne sort tout simplement pas du Liban. Vous entendez bien? C'est très important. Il faut que je répète cette position iranienne. Elle est fondamentale. Je dis qu'il ne peut donc y avoir d'accord définitif entre les Américains et les Iraniens tant que le régime israélien ne sort pas, non pas de l'Iran, mais bien du Liban. C'est ce que dit le protocole d'accord. Ce qui veut dire que le protocole d'accord implique non pas que la guerre entre les États-Unis et l'Iran s'arrête dès lors que les agresseurs, que sont les Américains et les Israéliens, arrêtent de bombarder uniquement l'Iran. Il faut en plus que le régime israélien cesse non seulement d'agresser le Liban, comme nous l'avons déjà vu la dernière fois, mais de surcroît qu'il sorte des territoires libanais qu'il occupe aujourd'hui. C'est fondamental. D'autant plus que, je vous rappelle que cette exigence des Iraniens, ils la formulent à l'endroit de la première puissance militaire du monde. Et
Cela alors même que cette première puissance militaire mondiale l'a menacée à plusieurs reprises, notamment de la renvoyer à l'âge de pierre si elle ne se soumettait pas totalement, je parle là du pays. C'est le président américain lui-même qui a formulé cette phrase. Personnellement, je trouve ça assez frappant que les dirigeants iraniens prennent autant de risques pour qu'Israël sorte du Liban. Pas de l'Iran, mais du Liban. D'autant que, et vous accorderez ce point-ci de l'accord, la sortie du régime israélien du Liban est nécessairement bien plus difficile encore à accepter pour les Israéliens, alliés des États-Unis, que ne l'est le cessez-le-feu lui-même, pourtant qui semble leur être déjà particulièrement insupportable, en tout cas au vu des débats qui ont cours en Israël et dans la plupart des milieux sionistes en général, que j'ai pu suivre en tout cas. Dès lors, nous devons constater, à partir de ce point de l'article, que non seulement la dimension éthique et morale de la position iranienne dans ce protocole d'accord est incontestable, au vu des arguments que j'ai pu vous présenter dans ma précédente vidéo. Je vous y renvoie. Mais elle est même plus prégnante encore que ce que je vous en avais dit, au point même d'être en réalité difficile à comprendre, tant les exigences iraniennes sont inacceptables pour le camp opposé. Et toute personne qui suit sérieusement la situation au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, pour nous, sait parfaitement que les exigences iraniennes sont inacceptables. Elles le sont non seulement pour les Iraniens, pour lesquels cela ne fait évidemment aucun doute, mais même, et c'est là que les choses sont importantes, même pour les Américains, puisqu'ils se voient là dicter la façon dont ils doivent gérer leurs rapports et leurs relations à leurs plus fidèles alliés, celui que certains considèrent comme le 51e État des États-Unis d'Amérique, ou à tout le moins comme leur base avancée au Proche-Orient. Dit autrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le levier stratégique que représente le détroit d'Ormuz pour les Iraniens aujourd'hui et dont tout le monde peut en convenir, en plus de servir de levier pour exercer une pression sur Israël à travers les États-Unis pour que les Israéliens cessent d'agresser le Liban, mais il sert aussi de levier pour pallier une situation qui date de bien avant la guerre, puisque cette dernière occupation, la dernière occupation israélienne du territoire libanais date de la guerre de 2024 et non de celle de 2026. Or, toute cette pression exercée par les Iraniens sur Israël à travers les États-Unis, pour que ces derniers l'obligent encore une fois à quitter le territoire libanais, est menée au risque d'une reprise de la guerre en Iran même. Il faut en être conscient. Il est donc d'autant plus difficile de comprendre le comportement iranien que manifeste ce dernier point du premier article du protocole d'accord, si l'on refuse en tout cas de recourir aux catégories éthiques et morales de la reconnaissance et de la fidélité par lesquelles j'ai personnellement qualifié la position iranienne dans ma précédente vidéo. Ainsi, à partir de cette position iranienne, qui consiste à lier la cessation des hostilités avec les États-Unis et Israël, ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz, à la sortie des Israéliens du territoire libanais comme condition fondamentale, nous n'avons plus aucune raison de douter du fait que cette position porte effectivement en elle des caractéristiques hautement morales. Puisque, comme j'ai commencé à vous le montrer encore une fois dans ma précédente vidéo, elle ne peut relever que de la reconnaissance des Iraniens et de leur fidélité à ceux que les médias appellent, je vous rappelle, leurs proxys. Je vous y renvoie. Il y a un argument qui pourrait éventuellement venir contredire cette conclusion. Celui qui affirmerait que les dirigeants iraniens agissent en réalité selon les intérêts stratégiques et géopolitiques de leur pays.
et non pour des raisons éthiques ou morales comme je l'affirme. Leur motif premier, ne serait donc pas d'être fidèles à leurs engagements et encore moins d'agir par reconnaissance vis-à-vis du soutien du Hezbollah durant cette guerre, mais plutôt d'acquérir, de conserver ou de renforcer une certaine position géopolitique. De mon point de vue, cet argument est faible, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, je crois que cette position des dirigeants iraniens doit être appréhendée indépendamment des apports stratégiques qu'elle leur permettrait de conserver ou de fortifier. Apports stratégiques sur lesquels nous reviendrons par ailleurs également et au sujet desquels je ne suis évidemment pas dupe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le coût de cette position iranienne est tellement incompatible avec la simple fonction de proxy que les médias attribuent pourtant au Hezbollah et que j'ai discuté la dernière fois, qu'il n'est tout simplement pas cohérent de considérer que l'Iran n'agirait ici que dans le cadre de ses intérêts géopolitiques, et stratégiques. D'ailleurs, j'irai même encore plus loin. Admettons que la République islamique d'Iran agisse effectivement dans le but conscient de défendre et de préserver certains des intérêts et des acquis géopolitiques et stratégiques potentiels de cette guerre. Admettons. Eh bien, même dans ce cas, la question morale devrait tout de même être considérée comme axiale dans la prise de position iranienne. Et en réalité, je crois même que dans tous les cas, quel que soit l'angle à partir duquel on aborderait ce sujet, on ne peut nier ce caractère hautement éthique et moral de leur position. Pourquoi ? Eh bien, parce que de deux choses l'une. Soit le Hezbollah est effectivement un proxy de l'Iran, comme nous l'avons momentanément admis pour les besoins de notre argumentaire lors de notre précédente vidéo. Soit il n'est tout simplement pas un proxy de l'Iran. Dans le premier cas, c'est-à-dire si le Hezbollah est effectivement un véritable proxy de l'Iran, alors la position iranienne ne peut a fortiori se comprendre que selon les catégories éthiques et morales que je vous ai présentées dans ma précédente vidéo, et qui se trouvent d'ailleurs largement renforcées par le point d'accord que je viens de traiter dans celle-ci. Je n'y reviens donc pas. Mais si l'on admettait que le Hezbollah n'est pas un proxy de l'Iran, mais une sorte d'allié ou de partenaire stratégique, alors, effectivement, le rapport entre l'Iran et cette organisation politico-militaire relèverait nécessairement des enjeux stratégiques et géopolitiques de la République islamique, sans aucun doute. Mais même dans ce cas, si l'on refusait d'accorder aux agissements iraniens la dimension éthique et morale que je leur prête, ces agissements ne seraient tout simplement pas compréhensibles. Ils nous seraient incompréhensibles. Parce que, comme je l'ai déjà indiqué, le risque potentiel pour les Iraniens de perdre tout simplement leur vie, est tel que la position qu'ils prennent pour tenter de renforcer ou de préserver leurs acquis stratégiques devrait nous apparaître comme totalement incohérente, voire même comme absurde, sans la considération d'une certaine disposition éthique et morale qui devrait alors nécessairement orienter la pensée politique et géopolitique de ces mêmes dirigeants, d'une manière ou d'une autre. Parce que le simple calcul d'intérêt économique, et même d'intérêt politique, ne suffit pas, quand bien même ces intérêts relèveraient des intérêts stratégiques de la nation. Puisqu'il suffirait tout simplement aux dirigeants iraniens de réviser à la baisse la considération qu'ils ont du positionnement stratégique et géopolitique de leur pays.
et ce, en se resituant selon le rapport de force que cette guerre leur a dévoilé. Et notamment ici, et c'est fondamental, il nous suffirait de nous mettre à leur place pour le comprendre, de nous mettre à leur place. Quelle est cette place ? Eh bien, celle dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, celle du cercueil potentiel. Puisqu'évidemment, les dirigeants iraniens ont constaté mieux que quiconque le fait que les Américains et les Israéliens sont potentiellement capables de les assassiner les uns après les autres. Et cela, dès lors que l'on se met effectivement à leur place, devrait aisément nous faire comprendre qu'ils puissent naturellement être amenés dans leur calcul personnel, à tout le moins dans leur calcul personnel, à se repositionner. Pour vous donner un exemple de la conscience que les dirigeants iraniens ont de cet état de fait, je peux notamment vous rapporter les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères iranien dans un entretien récent. Puisqu'il a raconté qu'après la guerre des 12 jours, lors d'une séance de négociation concernant l'enrichissement d'uranium, il avait alors affirmé aux négociateurs américains, et notamment à Steve Witkoff en particulier, que chacun devrait comprendre désormais que l'Iran ne reculerait pas, et que lui-même, le ministre des Affaires étrangères iranien en personne, en était une parfaite illustration. Puisque lui-même savait parfaitement que durant la guerre des 12 jours, celle donc de juin 2025, il pouvait lui-même se faire assassiner à tout moment. Vous voyez vous-même ce qu'il leur a dit. برای آمریکایی‌ها گفتم. برای ویتکاف گفتم که تا حالا شده تو جلسه شرکت بکنی که هر لحظه احتمال بدی ممکنه منفجر شه کل جلسه. همونجور هاج و واج نگاه میکنی. گفتم تا حالا شده با تلفن صحبت بکنی و احتمال بدی که همون لحظه که داری صحبت میکنی به اصطلاح منفجر شه، نابود شی. تا حالا شده که مثلا چه میدونم وقتی با تلفن احوال مثلا خانواده رو میپرسی به خودت بگی که این ممکنه بار آخر باشه. گفتم ما اینا رو تجربه کردیم و وایستادیم. با ما یه جور دیگه باید حرف بزن. ما نمیتونی ما رو تهدید بکنی. نمیتونی ما رو تطمیع بکنی. Voilà comment, selon toute vraisemblance, les dirigeants iraniens ont également agi durant cette guerre-ci, c'est-à-dire durant la guerre de 40 jours. Dès lors, au vu de ces éléments, je voudrais vous poser la question suivante. Pensez-vous que cette position des dirigeants iraniens ne relève que de leurs calculs politiques et géostratégiques ? Cela est-il même possible ? Nous-mêmes en France, ne connaissons-nous pas ce dilemme ? Alors que nos dirigeants ne sont pas menacés de mort. Et pourtant, ils ont tout de même accepté une réévaluation des intérêts supérieurs de la nation et un repositionnement de la France. Et ce depuis maintenant plusieurs décennies. Or, la désindustrialisation progressive de notre pays et sa vassalisation aux intérêts américains sont des éléments beaucoup plus centraux de la puissance stratégique et géopolitique de notre pays que ne l'est le rapport qui lie l'Iran, qui compte plus de 90 millions d'habitants, au Hezbollah, simple organisation politico-militaire dans un pays qui en compte moins de 6 millions. Et pourtant, l'Iran n'a pas abandonné ni le Liban ni le Hezbollah, tandis que ces dernières décennies, et sans être menacés de mort, nos dirigeants à nous ont clairement abandonné et notre industrie et notre souveraineté. Encore une fois, je ne nie pas la portée stratégique du Hezbollah pour l'Iran. Dès lors, du moins, qu'on les considère effectivement comme de véritables alliés et partenaires, ce que je crois, non comme ayant un rapport de soutien à proxy. Ce que je dis, c'est qu'il faut que certaines caractéristiques et morales
irrigue en profondeur la pensée politique et géopolitique des dirigeants iraniens. Parce qu'ils doivent trouver la force et le courage de continuer à soutenir leur petit allié dans de telles circonstances. C'est-à-dire dans des circonstances où ce qui est en jeu, il faut bien le comprendre. Encore une fois, c'est la vie même des dirigeants iraniens. Il faut donc aller bien au-delà des seules dimensions stratégiques et géopolitiques du conflit pour que le comportement des Iraniens nous devienne rationnel, ou du moins pour qu'il acquiert une certaine cohérence et nous soit donc compréhensible. Et de mon point de vue, il est nécessaire qu'entre autres choses, évidemment, des caractéristiques qui relèvent des catégories de l'éthique et de la morale soient convoquées pour que nous puissions déceler une certaine cohérence dans le comportement des dirigeants iraniens. Ces caractéristiques, à elles seules, ne suffisent évidemment pas, comme je viens de le dire. Mais sans ces caractéristiques qui relèvent de l'éthique et de la morale, on ne pourrait donner sa pleine cohérence au comportement iranien. C'est impossible. Et ces caractéristiques doivent elles-mêmes être tirées de leur imaginaire le plus profond. Un imaginaire dont vous verrez que c'est dans la doctrine religieuse et révolutionnaire du régime en place en Iran qu'il puise sa source. Évidemment, lorsque je parle ici de doctrine religieuse, je ne cherche pas à l'essentialiser, comme on dit aujourd'hui. Comme si nous pouvions atteindre l'islam en soi, indépendamment des interprétations qui en sont faites. Pour nous, du moins le commun des mortels, je ne crois évidemment pas que cela soit possible. Non. Je parle donc en réalité ici d'une certaine interprétation de l'islam, celle qu'ont proposée les fondateurs de la révolution islamique en Iran, et qui non seulement trouve ses origines dans un islam profondément ancré dans la tradition, une tradition aussi bien théologique que philosophique, mais propose aussi, paradoxalement, une vision que je crois révolutionnaire de la politique pratiquée jusqu'à aujourd'hui. Aussi, j'aborderai ces sujets lorsque nous traiterons de la révolution islamique d'Iran et de ses fondements doctrinaux les plus essentiels. Mais pour l'heure, je voudrais simplement conclure. Je voudrais conclure que, quoi qu'il en soit de cette doctrine religieuse et révolutionnaire, il me semble aujourd'hui indéniable que dans l'ADN politique du pouvoir décisionnaire en Iran, sont inscrites les notions de reconnaissance et de fidélité, à un point que ce pouvoir aura porté à son paroxysme, selon moi. Et je parle bien ici du pouvoir politique iranien, et non des seules institutions armées de la République islamique, qu'il s'agisse de l'armée régulière ou du corps des gardiens de la Révolution. Parce que, contrairement à tout ce qui est dit ici et là dans les médias de tous bords, et que nous entendons constamment, les gardiens de la Révolution n'ont absolument pas pris le pouvoir en Iran. Ceci est faux. C'est toujours le politique qui a le pouvoir en Iran. Et ce politique est toujours encadré par le religieux. Un religieux incarné en la personne du guide de la Révolution. Et cela aussi, je le montrerai dans mes prochaines vidéos. En vous remerciant, que la paix soit avec vous.